Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 1h, vous avez carte blanche puisque vous composez entièrement le menu de cette émission en abordant tous les sujets qui vous tiennent à cœur et en me posant toutes les questions qui vous préoccupent au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Julie et Asiba sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui est en régie. Vous pouvez également y participer en envoyant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en n'oubliant pas de les commencer par le mot nuit. Et je vous rappelle que si vous voulez poser des questions par mail, surtout n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone parce qu'on reçoit encore beaucoup de mails où vous nous indiquez, vous nous posez des questions, vous nous demandez à être mis en relation avec tel ou tel auditeur et puis il manque l'essentiel, c'est-à-dire votre numéro de téléphone parce que nous n'avons pas votre adresse email, donc nous ne pouvons vous joindre que par téléphone. Donc indiquez-nous bien dans la rubrique votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et vous transmettre tout ce que vous nous demandez. Voilà, c'est à vous tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 23 ans. Oui. Et vous vivez une histoire avec un jeune homme de 30 ans. Oui. Une histoire qui vous fait poser beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes. Oui, beaucoup, oui, parce que dès le début, ça a été assez compliqué, assez passionnel en fait avec ce garçon. Et aujourd'hui, en fait, il est question d'un départ. Lui, il est question qu'il parte pour son travail assez loin, donc ça risque d'être assez compliqué. Assez loin, c'est-à-dire plus de 400 km. 80 km. 400 km. Ah, 400, ah bon. Ouais. Oui. Ça va, ça reste quand même raisonnable aussi. Enfin. Financièrement, ça risque d'être compliqué. Il travaille dans le milieu culturel, donc il travaille les week-ends. Moi, je suis étudiante, donc je travaille la semaine. Ah oui, en effet. Et après, il y a les problèmes de déplacement. Je suis étudiante boursière, donc ça va représenter un certain coût. Oui, ça représente un coût. Et lui ne pourrait pas venir vous voir les week-ends s'il travaille le week-end. Voilà. Il pourrait venir vous voir la semaine. Oui, puis la semaine, c'est compliqué. Je n'ai pas d'appartement, je vis chez mes parents. Ah, effectivement. Donc c'est vrai que ça, techniquement, c'est... Oui, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et donc, il y a l'histoire de départ, et il y a aussi je sais pas si je dois continuer ou pas avec ce garçon en fait, qui reste ou qui parte d'ailleurs. C'est pas dit qu'il est oui, c'est important ça. Les doutes, vous les aviez, vous m'expliquez dans le mail là que j'ai sous les yeux, vous les aviez déjà avant cette proposition, avant qu'il décide de s'éloigner pour son travail. Oui. C'est quand même important de le préciser. Oui. Parce que le fait qu'il ait accepté de partir pour son travail pourrait remettre en question votre relation, mais déjà vous vous posiez des questions. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce que c'est très compliqué. J'ai jamais été en fait sereine en un an, un peu plus d'1 an que je suis avec lui. Ça n'a jamais eu de sérénité. Pourquoi ? Parce qu'en fait il connaissait donc mon ex-ami. Ils se connaissaient c'était pas des amis proches, mais ils fréquentaient le même milieu associatif. Et alors avec qui vous êtes resté pendant 6 ans, donc vous l'aviez connu donc à 17 ans. Oui, 16 ans. Et donc je me suis séparée l'année où j'ai rencontré mon ami. Oui. Et donc c'est moi qui l'ai quitté. Oui.
Donc voilà, et donc du coup ils se connaissaient les deux, mais enfin c'était pas des amis proches ou enfin, c'était pas un ami en commun si vous voulez. Et donc j'ai essayé, je pensais pas que ce serait sérieux au départ, c'est moi qui l'ai abordé, c'est moi qui ai qui concrétisé on va dire la rencontre. Et je pensais que ça serait une passade, donc je me cachais en fait, j'en parlais pas à mes amis. Et ça a duré plus d'un mois comme ça où on ignorait que je voyais quelqu'un comme ça quoi. Jusqu'à ce que lui me dise, me pose la question de savoir si on devait continuer à faire si je le cachais effectivement aux autres. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir et j'ai vu qu'il y avait j'ai été à l'hôpital aussi entre-temps. C'est pendant que j'étais à l'hôpital que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas très bien, quoi. J'allais pas très bien, il préférait aller faire du sport plutôt que de venir me voir, ce genre de truc-là. Je me suis dit qu'il y avait quand même un loup. Et dans ses yeux aussi, je voyais qu'il y avait quand même pas mal de doutes. Il ne parlait pas de certaines choses. En vrai, je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas, quoi. Et donc, je lui ai demandé s'il avait des sentiments pour moi, parce que bon, ça faisait quand même 4 mois qu'on était ensemble, à peu près 4 mois. Donc, c'est là qu'il m'a dit qu'il n'était pas amoureux. Donc, je suis partie. On s'est revus, on s'est remis ensemble. Ça a été à peu près les mêmes choses, les mêmes doutes, les courses, me demander. J'étais toujours dans l'attente de preuves d'affection, de sentiments. Vous étiez amoureuse de lui ? Oui. Ouais. Oui. Et pourquoi vous le cachiez au départ ? Pourquoi vous le dissimuliez aux autres, à votre entourage, cette relation ? Je sais pas. Peut-être parce que je pensais que c'était un peu trop tôt après ce que j'avais vécu de me remettre avec quelqu'un. Oui, parce que il s'est écoulé combien de temps entre votre rupture avec votre précédent petit ami et lui ? 6 mois. Oui, 6 mois, ça vous paraissait court ? Enfin, vous étiez resté 6 ans avec votre précédent petit ami. Vous aviez peur qu'on vous juge ? Oui. Vous aviez peur que vos amis ou votre famille trouvent que vous vous remettiez vite en couple avec quelqu'un ? Oui. D'accord. Oui, c'était pas parce que c'était pas un manque de sentiment de votre part, c'était plus par peur d'être jugé. Oui. D'accord. Oui. Mais vous aviez des sentiments, vous, pour lui, assez rapidement. Non, pas les premiers temps. Il m'a fallu un peu de temps. Je mettais un peu de distance. Oui. Mais après, après j'ai eu l'impression, en fait, si vous voulez, qu'au début c'était lui qui était assez accro. Ça faisait longtemps, très longtemps qu'il n'avait pas eu de partenaire. C'est un garçon qui est assez, oui. Ça faisait combien de temps ? 5 ans. Ah oui. Il était resté 5 ans sans personne dans sa vie. Oui. Ouais. Suite à une très grosse rupture, son ex apparemment aurait été assez dur l'aurait quitté pour son meilleur ami, le genre de rupture assez difficile. Oui, oui. Il a fait une grosse dépression après ça, puis il s'en est jamais remis en fait. Oui, c'est important ça. Oui. Oui, donc ça pouvait expliquer aussi un peu le comportement qu'il pouvait avoir au début de votre relation, la peur de s'attacher à nouveau. Ça a duré plus de 6 mois quand même, parce que la deuxième rupture, oui. Ça a été... oui, je comprends que ça soit long pour vous. Et vous d'ailleurs, pour quelle raison vous vous êtes séparés de votre précédent petit ami ? Il m'a menti sur beaucoup de choses, sur une situation financière. Il m'a menti, beaucoup menti. C'est vous qui êtes partie ? Oui. D'accord. Donc vous étiez un peu, pour des raisons différentes, mais assez blessés tous les deux. Oui, oui. Il y a eu de la trahison. C'est pas évident. C'est pas évident de refaire confiance après ça, quoi. C'est ce que j'entends, oui. Et en fait, je suis très très amoureuse de lui. Il m'apporte énormément de choses. J'ai jamais eu quelqu'un d'aussi délicat, en fait. De cet homme-là dont vous me parlez, de celui qui doit partir à 400 km. Oui. Oui.
Et vous en avez parlé par rapport à ce travail qu'il a trouvé à 400 km là. J'imagine que vous en avez parlé ensemble quand il a eu cette proposition de travail. Comment ça s'est fait? Pas tellement. Il a peur que on se dispute assez souvent. Enfin, on se dispute. Je suis assez, c'est assez bizarre. Enfin, je peux. Si vous voulez, presque il y a une période au mois de décembre, c'était toutes les semaines, j'étais à deux de le quitter en fait. Parce qu'avec cette histoire je lui ai dit souvent que je préférais arrêter maintenant plutôt que de continuer pour que ça se finisse, qu'il s'en aille et que ça tienne plus. Et donc du coup, lui n'osait pas trop aborder le sujet de peur que vous l'influenciez. Oui. Oui. Et la dernière fois qu'il m'en a reparlé, il en pleurait parce que pour lui c'est assez difficile en fait. Pas forcément que de me quitter, mais de devoir tout recommencer parce qu'il vient déjà d'une autre ville en fait. Il a déjà tout quitté pour reconstruire ce qu'il a construit là. Et il faudrait qu'il recommence à nouveau. Oui, mais là, ça veut dire qu'il a certainement une proposition très intéressante, une promotion. Ah oui, mais j'ai jamais... je le soutiens dans sa démarche, si vous voulez. Oui. Et en même temps, ça doit être très compliqué pour vous, parce que vous m'avez dit, vous y tenez beaucoup à cet homme. Vous dites que vous n'avez jamais rencontré. En même temps, bon, vous êtes toute jeune, vous avez 23 ans. Auparavant, vous êtes resté 6 ans avec un garçon, donc c'est votre deuxième amour là, mais enfin vous le trouvez extrêmement délicat. Oui. Donc le voir s'éloigner, évidemment, ça vous fait mal au cœur. Ah oui, beaucoup. Et c'est pour ça que je me demande si, au final, je sais très bien que j'arriverai à reprendre le dessus, mais en fait, si vous voulez, je suis un peu fatiguée de cette relation-là parce que je mets beaucoup d'énergie dedans. Oui. Et je pense que j'ai quand même pas mal de choses à régler en fait par rapport à ma précédente histoire. Bon, mes précédentes histoires, parce que je sais pas, c'était avec qui je suis restée, c'est pas mon premier, j'ai eu des histoires avant lui qui ont été assez compliquées. Oui. Et donc du coup, c'est vrai que là, j'ai l'impression de perdre un peu pied. Et je me retrouve dans des comportements avec lui que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire quel genre de comportement? Des comportements un peu d'hystérie. Je suis déjà allée chez lui pour retourner son appartement, les choses à l'appeler, mais à l'appeler de façon complètement hystérique parce qu'il ne décroche pas, des choses comme ça. Alors que c'est des comportements que je n'avais jamais eu avant. Oui. Oui, un peu irrationnel. Vous vous retrouvez pas dans ces comportements-là. Non. Oui, vous êtes. C'est pas moi, quoi. Oui, vous perdez le contrôle de vous-même. Vous êtes angoissée. Oui. Vous lui en voulez? Vous êtes en colère après lui? Vous avez l'impression qu'il vous abandonne? Oui, puis après moi aussi, parce que je voudrais être un peu plus forte et puis laisser un peu de temps avant de retomber amoureuse. En fait, je pense que j'étais pas prête. Et c'est ça qui me fait dire, d'un côté, j'aimerais bien arrêter parce que je suis vraiment fatiguée et je me dis que la solitude me manque un petit peu, mais en même temps, j'ai pas envie de le perdre non plus et c'est ça qui me travaille. Mais alors, justement, peut-être qu'il faut voir les choses. Vous savez, on choisit pas, Caroline. Quand est-ce qu'on décide pas à quel moment on tombe amoureux? Et c'est très bien comme ça. Vous étiez pas prête, si, d'une certaine façon, puisque cet homme est arrivé dans votre vie et vous en avez été amoureuse. Bon, simplement, ça se télescope avec votre histoire précédente, et ça, vous sentez bien qu'il y a des choses qui sont pas réglées de votre histoire précédente. Et c'est plutôt ça qui est un peu problématique et qui fait que peut-être il y a des choses de la colère, de l'agressivité, des choses que vous projetez sur cette histoire-là. En ce sens-là, le fait finalement qu'il ait ce travail-là à 400 km de là où vous êtes, va peut-être finalement c'est peut-être pas plus mal. Cette distance que vous n'arrivez pas à prendre de vous-même, ça va vous aider à le faire. Ce que vous n'arrivez pas à faire là, vous actuellement, ça va vous être imposé.
Ça ne veut pas dire que ça mettra un terme à la relation, parce que vous savez, quand on s'aime, c'est pas des kilomètres qui séparent. Hein. C'est ce que je me dis, oui. Ah oui, non, mais c'est la réalité. Quand il y a vraiment des sentiments sincères et profonds, une relation, elle peut durer, c'est au-delà de kilomètres. Hein. Mais en revanche, ça peut vous aider, vous, un peu à vous apaiser, à vous retrouver. À être moins dans l'angoisse, à être moins à vous dire qu'est-ce qu'il fait, à être vraiment à vous retrouver, à reprendre un peu le cours de votre vie, à régler justement des choses que vous n'avez pas eu le temps de régler parce que vous avez été projeté dans cette histoire d'amour. Bon, oui. Et ça, voilà, c'est la vie qui a fait que vous avez rencontré ce garçon, et c'est comme ça. Ça, vous pouvez pas vous en vouloir de ça. Oh, non, non. Mais en revanche, je crois que pour le moment, n'anticipez pas les choses, que n'allez pas vous faire mal davantage, parce que ça serait, j'ai l'impression que ça serait vous aller au devant de, n'allez pas vous punir à prendre une décision. Vous voyez, vous me dites que vous n'étiez pas prête. Vous dites vous êtes tombée amoureuse, vous n'étiez pas prête. Ben, n'allez pas non plus anticiper une décision que vous risqueriez de regretter par la suite. Vous pensez à la rupture ? Oui. Pour le moment, dites-vous que vous verrez bien comment les choses vont évoluer. Pourquoi aller au-devant de quelque chose que vous redoutez, puisque ce garçon, vous tenez à lui? Ce que je me dis, c'est qu'une fois que ce sera fait, ce sera passé et j'aurai plus qu'à encaisser, ça passera. Vous pensez que c'est aussi simple que ça? Là, je me dis bien. Mais... C'est pas, vous savez, c'est pas la méthode Coué, hein, la vie. Je sais qu'il y a des personnes, non mais qui fonctionnent comme ça en disant allez, c'est bon. Mais j'ai l'impression que vous allez, ne vous infligez pas des choses comme ça, forcément. Attendez, vous verrez bien. Peut-être que quand cet homme sera au loin, il va perdre de son importance pour vous. Qui sait? Et que l'éloignement vous fera dire que il était moins important que vous ne le pensiez. Peut-être que finalement ce sentiment amoureux que vous ressentez pour lui se consolidera, se renforcera. Vous ne savez pas pour le moment. Donc oui. Là, vous avez tellement peur de souffrir que vous voulez dire bon, prendre les devants et dire bah allez, je préfère un bon coup là, allez sans anesthésie, j'y vais et voilà. Et ça sera fait, hein. Oui, c'est un peu ça, oui. Moi, je trouve ça dommage, personnellement. Qu'est-ce qu'il en dit, lui? Il vous parle pas de rupture? Non, il j'ai très... j'ai pris la tête parce que c'est même pas une dispute, c'est moi qui m'emballe et on s'est disputé, je voulais une rupture. Et je l'avais jamais vu dans un état pareil. Je l'ai vu dans un état de stress, de colère, de déni. Je l'avais jamais vu comme ça. Et non, il n'ose même pas aborder le sujet de peur que je m'en aille. Alors écoutez, pour le moment, alors vous voyez, lui, il n'est pas dans cette optique-là. Donc, c'est plus de vous-même que vous avez peur que de lui. Vous le dites bien d'ailleurs. Vous avez peur de souffrir. Mais peut-être que justement le fait qu'il soit à distance, aussi tout ce côté un peu que vous sentez un peu irrationnel, va s'apaiser. Surtout ça que j'aimerais d'arrêter. J'ai jamais été comme ça en fait. J'avais un ami, l'ami avec qui j'étais, je suis restée 6 ans, c'est arrivé qu'il parte longtemps. Les week-ends, ça me posait aucun souci. J'avais aucun doute, aucune angoisse. Et là, je me retrouve dans des états, mais
j'arrive plus à avoir de discernement, faire la part des choses, à prendre du recul. Je serais prête à tout casser. Et ça a commencé quand il vous a dit qu'il partait? Non, ça a commencé quand il m'a dit qu'il m'aimait mais qu'il n'était pas amoureux. Ça a commencé quand il n'était pas capable de me dire s'il m'aimait ou s'il m'aimait pas. Il y a eu une période comme ça où... ça veut dire quoi? Il vous aime et il n'est pas amoureux? Je sais, j'ai jamais compris. Ça veut rien dire. On est d'accord. Non mais s'il vous aime, il n'est pas amoureux. Enfin, aimer c'est plus fort qu'être amoureux d'ailleurs. Pas pour lui apparemment. Non mais attendez, il coupe les cheveux en quatre, hein. Oui, pas dire aimer c'est plus fort qu'être amoureux. Bon, on va pas faire une disserte de philo, mais voyez, je comprends que ça vous rende dingue. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. En fait, j'étais même pas triste. Hein. J'étais franchement. Oh là là, il psychote là. Hein. Non mais il est un peu, non mais attendez, je vais vous dire, Caroline, il a très peur. C'est un garçon qui a certainement beaucoup bon, il sortait, vous vous rendez compte, il a 30 ans, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas eu d'histoire amoureuse, pas eu d'histoire sentimentale, et il vous confie quoi? Que sa petite amie l'avait quitté pour son meilleur ami. Il est traumatisé. Il a bloqué là-dessus. Il s'en remettait pas. Il vous a dit d'ailleurs, il a fait une dépression suite à ça. Bon, vous me direz, alors, c'est quelqu'un certainement de profondément sensible, mais qui allait mal, qui allait très mal. Donc aimer pour lui, aimer de nouveau, c'est risqué, c'est dangereux. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là certainement chez lui. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas. Hein, je peux me tromper, mais c'est ce que je comprends chez lui. Alors, vous, si vous voulez, il y a d'un côté ce garçon qui est assez angoissé, et puis il y a vous, de votre côté, vos doutes, parce que, oui, par son angoisse, c'est un petit peu contagieux, et il vous fait douter. Mais je crois que c'est sa problématique à lui, c'est qu'il sort de quelque chose qui l'a traumatisé. Maintenant, je crois qu'il faut un peu vous apaiser et vous dire que c'est parce qu'il a vécu quelque chose de douloureux. Bon, sa petite amie qui le trompe avec son meilleur ami, il perd et sa petite amie et son meilleur ami. Donc s'engager à nouveau, se lancer dans l'aventure du couple, c'est à risque. Donc il y va pas de velours, hein. Et avant de vous dire, voyez, donc ça l'amène à dire des trucs qui n'ont pas de sens, quoi. Je t'aime, mais je suis pas amoureux. Bon, dans les faits, oui, il tient à vous, bien sûr. C'est ce qu'il faut entendre. Oui, puis je pense que je projette un peu mes propres doutes et qu'il a. Oui, moi je crois que vous projetez beaucoup vos doutes. Et je pense qu'il a des fois du mal à faire le discernement, en fait. Mais oui, il y a d'un côté, lui, ses angoisses, et de l'autre, vos doutes. Alors tout ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je pense que finalement, un peu de distance, c'est pas forcément plus mal, hein, dans votre histoire. Ça va vous aider, à vous construire, parce que vous avez 23 ans, vous êtes à un âge où, comme vous le dites, vous avez aussi besoin de construire votre vie. Vous êtes étudiante, vous avez besoin de vous consacrer aussi à vos études, à vos amis, vous êtes chez vos parents, enfin, vous avez besoin aussi de ne pas perdre de vue votre vie pour aller bien. Puis c'est pas facile, hein. Ben non, mais justement, c'est d'autres. Mais c'est aussi vos piliers qui vous donnent votre équilibre. Vous voyez, de pas basculer entièrement dans cette histoire-là. Non, donc ça va vous aider. Je pense que sans ça, j'ai toujours fait attention justement à vraiment faire attention à ça. Ouais. Parce que sans ça, je me serais lancée à corps perdu. Là, je serais pas. Mais c'est pour ça que ça serait bien. C'est ce que dit d'ailleurs. Je reçois un petit message d'Eda qui dit attendez, ne faites pas trop corps avec son problème. Ne faites pas éponge et essayez de rester lucide dans cette situation. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien qui s'éloigne un peu. D'accord. C'est pas dit qu'il le fasse. Écoute. Bon, alors, en tout cas, s'il le fait pas, essayez-vous quand même de prendre un petit peu de distance, hein, de vous entourer et de ne pas
tout miser que sur cette relation affective. Bonne chance, Caroline. Au revoir. Au revoir. SMS. Et voilà, là on est connecté, mais pour la bonne cause. On va accueillir maintenant Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel, vraiment, je vous remercie beaucoup. Mais bon, en même temps, j'ai l'impression vraiment de faire quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est difficile, ça me paraît d'ailleurs, j'ai l'impression que je suis pas dans mon corps là pendant que je le fais. Ah ben j'espère que si hein quand même. Oui, mais bon c'est quand même tout à fait inhabituel et difficile, mais j'ai l'impression qu'en même temps ça peut participer à ma reconstruction ou en tout cas m'aider un petit peu. Donc je sais pas du tout par quoi commencer, franchement. Alors je vais vous aider un petit peu. Vous êtes mariée depuis 33 ans. Oui. Plus de 33 ans. 34 cette année. D'accord. Et vous avez subi des violences à la fois psychologiques et physiques. Oui, surtout psychologiques. Parce que physique, on va dire, c'est surtout sur les objets, faire valser des trucs dans la maison. Bon, ça crée quand même un climat de violence, c'est sûr. Mais sur moi, il n'y a jamais eu de choses, en tout cas, suffisamment marquées pour, par exemple, aller voir les flics ou aller aux urgences, ou voilà. Mais c'était limite souvent. Et disons que j'ai eu souvent très peur. Ça, c'est sûr. Donc en fait, ce qui a d'ailleurs fait un électrochoc, c'était en juin 2009 quand j'ai vu sur les ondes, il passait pas mal à la télé à cette période-là, le spot du cinéaste Jacques Audiard sur les violences psychologiques, qui est vraiment pas long, mais alors très choc, on va dire. Et quand je l'ai vu, mais ça m'a fait comme si je recevais une grosse baffe parce que je voyais quelqu'un à l'écran, certes physiquement qui c'était pas moi, mais j'avais l'impression que c'était moi. Voilà, je me suis dit mais c'est pas croyable, on dirait ma vie, on dirait ma relation, on dirait la façon dont je suis traitée tout le temps. Et ça vraiment, je peux pas vous dire l'effet que ça m'a fait parce qu'en fait on parle souvent des violences physiques, enfin en tout cas une période, et les violences psychologiques, ça fait quand même pas tellement longtemps qu'on en parle. On en parle aussi au niveau du travail, on en parle même là, j'entendais pour les enfants, à l'école, le harcèlement, mais les violences psychologiques dans le couple, on n'en parle pas depuis tant de temps que ça. Donc en fait, de toute façon, c'est vrai qu'il y a une forme de honte, on n'a pas... C'est difficile d'en parler, on fait bonne figure, on fait semblant, tout va bien avec ses collègues, avec ses amis. C'est vraiment très très difficile à aborder, on ne sait pas comment vont réagir les gens. C'est ce qui fait qu'on reste comme ça avec son problème et puis bon gré mal gré on avance et puis on ne sait pas comment on fait finalement, comment on tient des fois. Et il faut avancer quand même. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a tout un tas de choses autour. Il ne s'en prenait jamais aux enfants ? Bah si, il y a eu pareil, du même ordre, c'est-à-dire d'une forme d'humiliation. Ils ont tous eu des périodes difficile, ou vraiment, d'ailleurs moi en tant que mère je supportais pas ça non plus parce que ça me prenait vraiment aux tripes. Oui, parce que j'allais vous dire parfois c'est ce qui... Vous parliez de déclic, vous parliez de ce spot, donc d'où l'intérêt des campagnes de prévention. Parfois des femmes disent que c'est ce qui les a fait réagir, c'est lorsque leur compagnon, leur mari s'en prenait aux enfants. Là, il y avait une réaction de mère qui protège. Oui, mais c'est... je sais pas comment vous dire. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, voir à peu près comment ça se situe. Alors, elles étaient déjà grandes, les filles, quand il était question de cette anecdote-là que je vais vous raconter. On partait en vacances d'été. Donc, la voiture quasiment chargée,
prêt à partir. Et la deuxième, une de mes filles, voulait garder son ordinateur parce que elle avait plein de choses dedans, parce qu'on sait comment c'est, les ados et tout. Voilà, moi j'estime que c'est pas la peine d'en faire un plat des fois pour des petits trucs, et il vaut mieux laisser passer. Donc elle voulait garder son ordinateur dans l'habitacle, et son père avait décrété que l'ordinateur irait dans le coffre. Oui. Voilà, pour vous dire comme c'est banal, comme c'est idiot. C'est anecdotique, oui. Voilà. Et ça a pris des proportions parce que la deuxième, elle a un certain caractère. En plus, elle était ado, donc voilà. Elle voulait pas céder, elle voulait absolument que ce soit dans l'habitacle. On a failli pas partir. Il a valdingué l'ordinateur à un moment donné dans la cuisine en disant si c'est comme ça, on reste. Oui. Vous voulez soumettre tout le monde à son bon vouloir. Et la même fille, une fois quand elle a déménagé, alors j'étais pas là parce qu'en fait je pense que si j'avais été là, peut-être qu'à un moment ou à un autre ça aurait été de ma faute. Il y a de grandes chances. Et donc là, elle était juste avec son père et je l'ai su bien après que ça s'était quand même très mal passé, à tel point que d'ailleurs la dernière fois qu'elle a déménagé, elle a dit qu'elle se débrouillait toute seule. Elle est grande, elle a 28 ans maintenant. Votre dernière fille avait Non, la deuxième. Oui. Et donc, elle m'a dit, après, ce sont ses propres mots, à un moment donné, quand elle était sur l'autoroute, elle me dit, j'ai su qu'il fallait plus que je dise un seul mot. Parce que je pense qu'il allait me laisser sur l'autoroute. Et elle dit, j'ai même cru, elle dit, c'est grave ce que je vais te dire, j'ai cru qu'il allait me tuer. Il y a un climat de peur, voire de terreur. Voilà. Est-ce que dans l'entourage familial, dans votre famille, les gens réalisaient ce qui se passait? Non. Alors le problème, c'est qu'on est loin de la famille. Ça aide pas parce que là, par exemple, ma mère, me disait mais la maison, elle est grande ouverte, tu viens quand tu veux, oui, mais il y a 750 kilomètres. Et vous n'en parliez pas? Non. J'en ai parlé là il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je lui rajoute, ça me fait un peu de peine parce qu'elle a déjà un certain âge quand même. Et voilà, mais à partir du moment où on a décidé de parler et qu'on parle, on est obligé, à un moment donné, on ne peut plus faire semblant. Puis en plus, à Noël, je suis allée nulle part, je suis restée là. Je pensais d'ailleurs, quand j'entendais les émissions le soir... avant Noël, il y avait des gens qui témoignaient qui n'aimaient pas trop cette période, et qui restaient seuls. Il y a déjà eu plein de fois avec certains témoignages où j'avais envie de parler, je n'étais pas prête encore. Et vous avez appelé je crois, les violences femmes, SOS Violences Femmes. Oui, ça date du début janvier, ça a été la première... démarche que j'ai faite, c'est pour vous dire comme c'est récent. Vraiment, j'ai dit maintenant, stop, ça suffit, quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir et je veux que ça cesse. Mais donc je les ai appelés, j'ai eu une personne très gentille qui m'a réconfortée parce que je crois que quand j'ai appelé, j'étais pas bien du tout. Et qui m'a dit, mais personne n'a à vivre ce que vous vivez et que c'est pas normal. Non, elle m'a dit, c'est pas normal parce que c'est vrai, quelquefois on se demande, est-ce qu'on est responsable, est-ce que c'est de sa faute, qu'est-ce qu'on a fait, on a l'impression qu'on fait au mieux, qu'on gère tout, et en fait il n'y a jamais de reconnaissance, il n'y a jamais de bienveillance, il n'y a jamais... tout est normal, tout est dû, et les seules paroles qu'on a, c'est des critiques négatives. Donc, je me dis, c'est pas normal. Bon, pas mes enfants. Alors, je sais que mes enfants, j'ai un lien très fort avec eux. Mais le problème, c'est que il y en a deux qui sont plus là. Et le dernier qui est là, il est très au fait de ce qui se passe. Et il m'a même... Alors, pendant tout un temps, il essayait de rester un peu en dehors. C'est vrai que normalement, dans un conflit conjugal, les enfants devraient les laisser à l'abri de tout ça. Oui. Mais en fait, eux, depuis qu'ils sont petits, ils ont vécu tellement de choses que de toute façon, pour eux, c'est presque familier qu'il n'y ait pas qu'il y ait une mésentente, en tout cas. Et c'est plus que de la mésentente, là. Oui, non, mais régulièrement des conflits, en tout cas des disputes, une espèce de tension par moments forte. Et donc, lui, il est sorti de sa réserve il n'y a pas longtemps, là, parce que j'étais vraiment très, 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 très mal. Et je pense qu'il a voulu, il n'a pas pu faire autrement. En plus, il a vu ce qui s'était passé là récemment,
Et il m'a dit, maman, moi je te soutiens, il faut vraiment que tu ailles au bout cette fois, parce que j'ai déjà tenté une démarche comme ça. Et il m'a même dit, mais moi, s'il faut, je témoigne, si ma parole est prise en compte. Moi, je sais pas, il a 21 ans. Bien sûr. Il m'a dit, moi je suis prêt à témoigner parce que j'aimerais même qu'il soit sanctionné pour son attitude qui est vraiment inqualifiable. Il a besoin certainement de vous voir réagir. Hein. Voilà. C'est important qu'il y ait quelque chose qui se passe et que vous sortiez de cette position-là, de cette passivité. C'est important aussi pour vos enfants. Vous parlez de vous, de votre construction, mais c'est important aussi pour l'avenir de vos enfants qui sont encore jeunes, hein, et pour leur construction future, pour lui en tant que garçon, qu'on n'ait pas... qui ne vous voit pas subir comme ça, continuer à subir. D'autant que vous me dites, vous avez quand même votre mère qui vous dit la maison est grande ouverte. Hein, donc, oui, mais c'est quand même important ça. Donc, j'ai certaines amies, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu une espèce de vide fait au fur et à mesure du temps qui passe autour de notre famille. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de vie sociale. Hein. Moi, j'avais des amis, mais que moi personnellement, qui étaient d'abord des collègues de travail, après des amis, et puis certaines personnes avec lesquelles je reste en contact encore. Et là, maintenant, chaque fois que je peux m'évader ou aller quelque part, je le fais parce que là, je suis en mode survie. Hein, donc, je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je rencontre des gens. Ça me fait un bien fou, tellement je me sens... coincée comme ça. Et donc la dernière fois, j'étais à une conférence de Christophe André, je sais pas si un psychiatre. Oui, le sur psychiatre, Paris, oui. voilà, qui fait une conférence sur l'estime de soi. Et vraiment, c'était super. Et en plus, j'ai rencontré 2 personnes vraiment sympathiques qui sont restées en contact avec moi et qui étaient bizarrement en empathie avec moi sans savoir exactement ce qu'il en était. Oui, mais là, il est important aussi, au-delà de ça, que vous participiez peut-être à des groupes de parole et que vous fassiez un travail. C'est important de participer à des conférences. Bon, ça peut vous aider, rencontrer des personnes, mais que vous ayez une véritable aide. Hein. Oui, ça c'est. On a dû vous le dire. Hein, SOS Violence Femmes. Que vous soyez véritablement soutenu, parce que vous pouvez pas avoir vécu pendant des années comme ça la violence sans avoir pour en sortir véritablement. Il faut que vous ayez un véritable soutien psychologique, juridique aussi, que vous trouviez des aides. C'est pas simplement participer à des conférences qui peuvent vous aider. Oui, non. Maintenant, là, c'est prévu que je vois une psychologue et j'irai peut-être à des groupes de parole. Je sais pas encore comment ça va. C'est important aussi de participer, d'échanger avec d'autres personnes. Ouais. Mais aussi déjà pouvoir après envisager de sortir, de quitter, parce que là, quand vous êtes dans cette dynamique-là, c'est aussi profiter de la dynamique dans laquelle vous vous trouvez pour vous réfugier chez des personnes bienveillantes et pas rester auprès de votre mari, qui peut vous faire revenir en arrière. Ça peut aller très vite aussi, le retour en arrière. Mais justement, et mon fils avait été très déçu quand j'avais fait. J'étais pas encore dans l'optique de dire à quel point il y avait des problèmes, mais j'avais pris une fois un contact avec un avocat. Ça remonte à septembre 2009. Et puis je me suis fait avoir. Je me suis dit non, c'est vrai, dommage. Moi, je suis quand même très comment vous dire, romantique, fleur bleue, et je veux toujours une espèce de... je veux toujours me dire que c'est possible, qu'on peut changer, que toujours y croire, quoi. Oui, ça fait 34 ans, hein. Ouais. Et donc là... je me suis fait avoir par des symboles, des choses qu'on avait faites. Ça a duré 3 mois maxi, quoi. Et puis c'est reparti. En tout cas, la violence, elle est jamais. Je veux dire, on en a parlé. J'avais parlé avec. Je remercie d'ailleurs ce jeune homme qui était intervenu à l'antenne et qui nous parlait de son père
qui était violent et qui lui-même avait ressenti comme ça des prémices chez lui d'agressivité, de violence, et qui disait avait fait la démarche d'aller consulter, ce qui montre qu'il n'y a jamais rien d'irrémédiable, hein, c'est-à-dire attention à ne pas cataloguer non plus, à ne pas stigmatiser les hommes violents. Pour autant, là aussi, c'est-à-dire qu'à s'enfermer dans une relation comme ça, c'est-à-dire que dès les premiers signes, il serait important de pouvoir dire non, parce que sinon c'est vous laissez aussi la personne violente en proie à ses pulsions violentes qui sont toujours le fruit aussi d'une histoire. Ça ne la dédouane pas évidemment de sa violence, parce que tout acte de violence est répréhensible, hein, et pénalement est passible de poursuites pénales évidemment, hein. Mais pour autant le côté romantisme et fleur bleue n'a pas lieu d'être dans ces histoires-là, parce que ça ne se règle pas comme ça. C'est-à-dire que ça se règle au contraire en posant des limites, et des limites très fermes, c'est-à-dire de mettre la personne face à elle-même, face à ses actes, et là prendre conscience de ses actes. Non, mais et là, il peut y avoir... Ben non, mais forcément, parce que personne jusqu'à présent ne l'a mis face à ses actes. Si et donc, la possibilité, éventuellement, là, d'une amorce de travail. Alors, dans la mesure où ça ne peut pas être fait, maintenant, j'ai envie de dire, ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Tout ce que vous pouvez faire, c'est pour vous. Donc, profitez de cette dynamique que vous avez commencé à mettre en place pour... aussi bien dans les associations, dans les adresses qui vous ont été données par l'association SOS Violence Femmes, le CIDF, vous inscrire à des groupes de parole, avoir des aides juridiques, un soutien psychologique, aller vous réfugier chez votre mère, parce que on peut très vite repartir en arrière. Ah oui, non, mais là, je suis très déterminée par contre. Non, là, je suis vraiment... j'ai jamais été aussi déterminée. Par contre, je ne sais absolument pas où je vais. J'ai l'impression que... Voilà, je fais les choses petit à petit. C'est le début qui compte. Faites les choses petit à petit. Oui, mais le problème, c'est que moi, je suis quand même... ne serait-ce que financièrement, je suis... à la ramasse, donc. Oui, mais ça, vous aurez. D'abord, vous avez déjà des endroits, des points de chute où aller, et puis après, vous pouvez justement en consultant des associations, en ayant les conseils d'avocats, vous pourrez envisager demander une séparation, demander un divorce et bénéficier à ce moment-là. De votre mari vous verserez, si vous demandiez un divorce, une pension, y compris pour les plus jeunes, les enfants. Plus, ça. Il faut demander à votre avocat. Tout ça, tout cela aussi, c'est à demander. Ça fait partie aussi de ce processus de reconstruction, de savoir qu'est-ce qu'il advient par la suite, parce que on ne reste pas non plus dans une situation de violence en disant simplement parce que je redoute l'avenir et parce que financièrement je suis à la ramasse. Parce que vous pouvez aussi bénéficier d'aide. Vous pouvez aussi, on peut vous mettre en contact avec des services sociaux. Enfin, il y a des possibilités qui existent. Voyez ? Il paraît qu'on peut avoir droit à l'aide juridictionnelle quand on a... Bien sûr, évidemment. Et tout ça, au sein de ces associations, on va vous l'expliquer. Bon, mais si vous voulez, il est important que vous fassiez appel à ces structures, à ces associations qui vont vous expliquer, parce qu'après, je veux dire, là, ces conférences auxquelles vous assistez, ça va vous aider, évidemment, vous faire du bien ponctuellement sur le moment, mais vous avez besoin d'un soutien, je dirais, un peu plus... oui, je vais employer le mot, un peu plus costaud, là, et efficace pour ne pas perdre de vue cette dynamique. On sent que vous avez besoin d'être un peu porté, là, et de façon plus efficace. Bon courage, en tout cas, Sophie, et merci de votre témoignage. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes.
Quelqu'un dit vous devez absolument faire une main courante à chaque attaque. Elles vous serviront si besoin devant un tribunal et sauvez-vous. Main courante, plainte même. Il ne s'agit pas de main courante. Alors là, c'était chaque attaque psychologique. Oui, enfin, et en tout cas par rapport à des coups, et j'espère qu'ils n'auront plus lieu parce qu'il est grand temps que Sophie se réfugie chez quelqu'un qui prenne soin d'elle. Effectivement, s'il y a déjà des certificats médicaux, ça peut servir. Quelqu'un dit, j'ai été élevé dans un climat de violence familiale. Pour vos enfants, allez jusqu'au bout de vos démarches. J'ai 40 ans aujourd'hui, je ne veux plus voir mes parents. Eridan qui dit, aucun mot n'est anodin. Avoir l'impression de sortir de son corps, comme vous l'avez dit au début de votre témoignage, montre à quel point votre âme est prisonnière. Courage à vous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Et vous? D'accord. Parce que tout à l'heure, oui, moi oui. Et tout à l'heure, on me disait que ça passait pas très bien. Si. D'accord. Donc voilà, moi j'appelais parce que depuis 2 mois, Oui. j'habite dans une maison de campagne à 30 km de Toulouse. Je loue une chambre Oui. où en fait c'est un ancien gîte. Il y a 3 chambres à louer. Oui. Et il y a une colocataire qui habite ici depuis 3 mois, Oui. dont je suis amoureux et j'ose pas lui dire. Et puis je ne sais pas comment faire et ça me perturbe énormément. Oui. Bon, déjà il y a la différence d'âge parce que la 32, moi j'en ai 48. Donc ça me dérange un petit peu. Et puis le fait d'être sous le même toit, je me dis si je prends une veste, je vais être mal à l'aise après. C'est jamais très agréable, mais bon, oui. Écoutez, je sais pas comment faire. Et ça me perturbe énormément. Oui, parce que vous la voyez tous les jours. Hein? Oui, bien sûr, Oui. tous les jours. Oui. Bon, alors effectivement, il y a 2 choses. La différence d'âge, elle est pas énorme. Quand même. Hmm. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, ça me dérange pas trop, mais peut-être que elle. Et puis, bon, il y a quand même 16 ans de différence. Ensuite, bon, il n'y a pas de signe de sa part. Est-ce qu'elle a une attirance pour moi? Voilà, j'allais vous demander. Est-ce que quand vous vous rencontrez, quel comportement a-t-elle? C'est plus ça, parce que je comprends votre réticence un peu dans la mesure où vous êtes dans le même lieu. C'est jamais très agréable. Quand de toute façon, c'est jamais très agréable de se prendre un râteau. Hein. Bon, mais en plus la proximité complique les choses, parce que quand c'est quelqu'un qu'on ne revoit pas, bon, après tout c'est dans une soirée, ça passe. Mais là, vous allez être amené à la croiser tous les jours, donc. Voilà. Donc après, je vais me sentir mal à l'aise, quoi. Oui. Enfin, pendant un certain temps, c'est bon, c'est. Alors quand vous la croisez, comment est-elle avec vous? Depuis 2 mois que je suis ici, c'est vrai qu'au début. Parce que voilà, la maison, si vous voulez, nous avons chacun notre chambre. Il y a une coursive où il y a une télé. Donc, bon, déjà, elle a la télé dans sa chambre. Alors, au début, je la voyais pratiquement jamais. Et petit à petit, elle est venue à venir voir un petit peu la télé avec moi, fumer sa cigarette sur la coursive, et un petit peu discuter. Donc, déjà, bon, d'ailleurs, j'y avais dit, je ne suis pas seul ici, la coursive n'est pas que pour moi, tu peux venir regarder la télé, s'il y a un programme qui t'intéresse, on change, il n'y a pas de souci. Et petit à petit, c'est vrai que maintenant, elle vient régulièrement, tous les soirs, tous les soirs, elle vient regarder 10 minutes, une demi-heure la télé, fumer sa cigarette, discuter un petit peu. Oui, donc c'est qu'elle apprécie votre compagnie. Oui, voilà, déjà, je me dis que voilà, il y a une approche vis-à-vis de ça, quoi. Elle est moins en retrait. Elle est plus à l'aise, quoi. Et ensuite, bon, c'est vrai que je me dis, moi, je n'ose pas m'avancer. Donc, je vois qu'il n'y a pas vraiment de signe de sa part.
Oui, alors ça c'est important. Un dialogue qui se développe, quoi. Oui, c'est-à-dire que parce que après tout, vous dites vous ne voulez pas vous avancer, mais l'amour peut se dire de bien d'autres façons que par des mots. Vous pouvez, si vous ne voulez pas trop vous dévoiler dans un premier temps, avoir, vous voyez, il peut y avoir où est-ce que vous percevez, elle, il y a dans certains regards, certains gestes. Oui, tout à fait. Vous voyez, ça peut être une façon. Il y a eu, c'est-à-dire. C'est-à-dire que déjà, je vais vous dire que avant Noël, elle m'a demandé ce que je faisais moi à Noël. Oui. J'ai dit, écoute, moi je fais rien de spécial. Surtout que j'ai une année très difficile parce que j'ai perdu ma mère au mois de janvier l'an dernier. Ensuite, j'ai été séparé de ma copine avec qui j'étais pendant 1 an et demi. Ça fait 3 mois que nous sommes séparés. Ça a été une séparation difficile parce que j'étais attaché à elle, avec plein de projets. Puis voilà. C'était quelqu'un de pas stable, donc déçu. J'ai été très déçu parce que je suis quelqu'un de très sentimental et quelqu'un de, quand je tombe amoureux, je suis amoureux, quoi. Je veux dire, je m'amuse pas, quoi. Et puis donc, quand elle m'a dit à Noël, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, à Noël, je sais pas. Il y a la propriétaire qui m'a proposé, éventuellement, si j'étais seul, de passer le Noël avec elle et puis sa fille. Ouais. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et elle m'a envoyé un petit SMS. Ça m'a fait beaucoup plaisir, en me disant, j'espère que t'es pas tout seul, passe un bon Noël. Ça m'a touché. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, de son côté? Elle a été dans sa famille. D'accord. Oui. Et au jour de l'an, j'ai dit, écoute, je sais pas ce que tu fais au jour de l'an. Elle me dit, je sais pas encore. J'ai une invitation, une soirée déguisée et tout, mais bon, ça m'enchante pas trop. Mais j'ai dit, écoute, si tu es seul, moi je suis seul. On peut se faire un petit repas ensemble ici, et puis voilà. Et bon, pas de réponse, on verra, pourquoi pas. Et finalement, on a fait le jour de l'an ensemble, tous les deux. Ah oui. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est encourageant, ça. Ouais, beaucoup plaisir. Oui. Et ça s'est passé comment? C'était. On a fait un petit buffet tranquille devant la télé. Ah non, la télé, non. Alors non, jusque là c'était bien, mais la télé, non. Mais bon, voilà. Ah non, il fallait pas la télé. Par contre, moi, il y a une chose qui me gêne. Il fallait une bonne musique. Oui, qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne chez elle, c'est que toujours avec le iPhone toute la soirée, puis elle est toujours avec le iPhone. Donc ça déjà, ça me bloque. Vous voyez, ça me met un blocage. Ouais. Ça me bloque énormément. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des textos? Ah oui, ça envoie, reçoit, ça envoie. Le jour de l'an, ça c'est certain. Bon, on va continuer à en parler. Bon, la télé, l'iPhone, là, il y a un truc qui va pas. Il faut se déconnecter. Il faut lui mettre la chanson de Thomas Dutronc, là. On ne sait plus s'ennuyer. Allez, on va continuer à en parler, Jean-Claude, après le journal. Ne raccrochez pas tout de suite. Poursuit sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21. Vous pouvez également réagir si un témoignage fait écho à votre histoire en appelant ce numéro. Vous pouvez nous écrire un courriel sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos textos au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors nous sommes en ligne avec Jean-Claude.
Oui. Jean-Claude, vous venez de trouver une chambre dans une maison à la campagne, près de Toulouse. Et dans cette maison vit également une femme dont vous êtes tombé amoureux. Mais vous n'osez pas lui dire parce que déjà, alors, il y a une différence d'âge. Vous avez 48 ans, elle en a 32. Oui. Et puis la proximité fait que si vous prenez un râteau, vous dites c'est pas très agréable parce que forcément vous la côtoyez tous les jours, d'autant plus que vous avez développé une amitié puisque il y a une coursive et elle vient regarder la télévision chez vous alors qu'elle a la télévision. Oui, tout à fait, oui. Donc, elle apprécie votre compagnie au point d'avoir passé le 31 décembre avec vous. Vous avez partagé un petit buffet. Surpris, oui. Ouais, vous avez été surpris. Vous avez partagé un petit buffet campagnard. Beaucoup de monde, elle sort beaucoup. Ouais. Et je me dis, tiens, avec toutes les connaissances qu'elle peut avoir, le jour de l'an... C'est vous qu'elle choisit. Ça m'a fait beaucoup plaisir, ouais. Alors là, au cours de... Justement, il y avait Cathy qui disait pourquoi pas organiser un petit repas avec vin et champagne. Cathy pousse à la consommation, mais bon, parfois ça aide un petit peu. Voilà, c'est un peu pétillant dans la vie. Alors, il y a je vais vous lire des messages qui arrivent. Il y a Sergio qui dit « Allez, la chance sourit aux audacieux ». Il faut être audacieux, Jean-Claude. Et puis, il y a Muriel qui a relevé... Vous disiez que quand vous êtes amoureux, vous ne vous amusiez pas, enfin, vous voulez dire avec vos sentiments. Il dit, mettez quand même un peu de fantaisie, vous dit Muriel. Brigitte dit, avancez progressivement, un sourire, un petit compliment, prenez votre temps. Sergio dit, bien s'assurer qu'elle est libre avant de vous jeter à l'eau. Elle est libre. Ouais, apparemment, hein, parce que semble-t-il, elle était libre déjà pour le 31, elle était libre. Oui. Bon, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre alors il y avait une chose, oui, qui vous gênait, c'est qu'elle est toujours branchée sur son iPhone. Bon, ça c'est un peu générationnel, hein. Et puis quoi d'autre ? Il y a pas de dialogue, il n'y a pas vraiment d'échange. Alors, est-ce qu'elle est timide aussi ? Est-ce qu'elle attend que moi, je fasse le premier pas ? Je me demande, peut-être que, j'attends trop, c'est peut-être trop tard ou pas trop tard, je sais pas. Il y a un soir, il y a pas si longtemps, j'étais encore très surpris. Je sais plus de quoi on discutait ou passé un moment, elle a posé sa tête sur mon épaule, quelques secondes, et ça m'a surpris, quoi. Ah oui, mais... Alors, est-ce que c'est une approche ? Est-ce que c'est vouloir dire, écoute, attaque ? Bah oui. Hein. Je sais pas, je me fais peut-être des films. Hein. Mais bon. Oui, mais le problème, c'est que vous avez tellement peur que, vous voyez, après coup, vous êtes tellement sous l'effet de la surprise, vous vous dites tellement, non, c'est pas pour moi, que, après, la chance est passée, hein. Oui, j'ai un petit peu peur de ça. Non, mais c'est ça, vous en faites des films, oui, une fois que c'est passé. Je me dis, le fait, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être sous le même toit, si jamais je prends une veste, je vais me sentir très mal à l'aise, quoi, parce qu'on se croise tous les jours, hein. Et on partage la cuisine parce qu'on a une cuisine en commun. Bon, c'est pas facile, hein. Malgré que j'ai 48 ans, je suis très timide. Enfin, timide, oui, non, quoi. Mais au niveau de la drague, j'ai jamais été un fort. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'elle vous en voudrait tant que ça, parce que il y a façon de faire, enfin, je veux dire, quand elle a, vous voyez, je vous disais que après tout, il y a des gestes, on n'est pas obligé de se déclarer ses sentiments amoureux avec des mots, ça peut être avec des gestes, ça peut être avec des regards. Alors dans ce geste, bon, évidemment, certains pourraient dire c'était de la tendresse, et ni plus ni moins, mais c'était quand même, il y avait un rapprochement avec vous.
Vous êtes des resté gestes, quoi? il y a Vous des êtes gestes. resté. Alors, il y a d'autres gestes? Écoutez, déjà, pareil, un soir, on regardait la télé, on discutait. Et puis, j'y ai pris la main. J'y ai pris la main. Oui. Quelques secondes, hein, elle s'est pas Oui. retirée, elle n'a pas repoussé, elle m'a pas dit tiens, attends non, je suis désolé. Bon, c'est bien, on Vous voyez, avance. bon, voilà. Petit à petit. Donc, je me dis, est-ce que Ouais. elle attend de moi? Je pense, hein. Je sais pas. Mais je pense, la tête sur votre épaule, vous lui prenez la main, elle Oui, ne voilà, retire je me pas. dis, voilà, j'attendais Enfin, on n'est des pas signes de dans sa le part. côté. C'est plus qu'avec un ami, hein. Je pense, Maintenant, oui. je me dis, bon, la différence d'âge, peut-être que... Mais c'est vous qui faites qui mettez une barrière là où il y en a pas, Jean-Claude. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Oui, je sais. Pourquoi ça vous fait tellement peur? Elle est jeune. Et vous pensez qu'elle est pas pour vous, quoi? Déjà, bon, je suis dans une situation où en ce moment, je cherche du travail. Donc déjà ça, je me dis, bon, elle est preuve de sport, elle fait des remplacements, elle travaille. Moi, Non, je mais travaille vous doutez terriblement de vous. J'ai pas confiance, ouais. Non, mais ça s'entend parce que bon, déjà, vous avez il y a eu cette séparation qui vous a blessé. Vous cherchez du travail, oui. Et alors, ça fait pas de vous un paria? C'est vrai que j'ai pas confiance en moi. Bon, vous êtes à la recherche de. J'ai tellement eu d'échecs ces 5-6 dernières années. Parce que bon, comme je disais tout à l'heure, je recherche pas d'aventure. Je recherche vraiment une relation. Oui, mais soyez un peu léger quand même. Hein. Soyez un peu léger parce que vous savez pas où ça peut vous mener. Oui. Après tout, vous lancez pas dans un grand discours. Vous. Ça aussi, je me dis, imaginons que. Oui. Il se passe quelque chose avec cette fille. Oui. J'ai peur de souffrir encore parce que je me dis, si jamais. Oui, mais de toute façon, là, vous vous posez plein de questions et vous souffrez de vous dire, oh là là, vous êtes amoureux et il se passe rien. Oui. Alors vous souffrez parce que vous êtes amoureux, il se passe rien. Et puis vous n'osez rien tenter parce que vous avez peur de souffrir. Alors vous voyez, de toute façon, bon. Comme ça, c'est un bon prétexte pour ne rien vivre. La peur de souffrir. Oui. Après c'est une bonne émulation quand il commence à se passer quelque chose de constructif dans sa vie. Souvent un événement comme ça positif en entraîne un autre. Ça donne de la force. Aussi. Là, vous venez de traverser des moments. Là, l'année 2011. Oui, vous avez perdu votre mère, vous venez de vous séparer de votre ami. Ça a été, vous venez de vivre des choses très difficiles. C'est des échecs, ouais. Bon, des échecs, des épreuves. Bon, vous perdez votre travail. Bon, pourquoi il en serait tout le temps ainsi? Pourquoi vous devriez pas pouvoir un peu vivre des choses, vous autoriser à vivre des moments agréables? Vous êtes bien en compagnie de cette jeune femme. Pourquoi ne pas vous autoriser à vous lancer? Mais déjà, je pense que j'ai un manque de confiance en moi. J'ai bien toujours sûr peur de me planter, quoi. En tout, hein. C'est pas qu'en amour. J'ai toujours peur de me planter, j'ai pas confiance. Puis bon, je suis tellement quelqu'un de... Oui, mais... Comment dire fragile, en fait. Hein. Je suis sentimental, je suis quelqu'un qui m'accroche très très vite. Ça me fait peur aussi parce que je sais que s'il y avait quelque chose avec elle ou une autre, je vais m'attacher de suite comme je m'attache toujours. Et après, c'est vrai que ça fait mal, quoi, hein, de se faire jeter... Oui, mais vous n'en êtes pas là, vous n'avez même pas commencé, Jean-Claude. Ah oui, c'est clair, ouais. Vous vous rendez compte? Vous n'avez même pas commencé, vous n'avez rien tenté et vous pensez déjà à la perspective de vous faire jeter.
Et Julien, je lisais justement moi dans Philosophie magazine là une réflexion de Charles Pépin qui disait que c'est vrai qu'en France on est vraiment dans cette notion de la philosophie de l'échec, alors que dans d'autres, il disait dans d'autres cultures, un homme qui a échoué, c'est un homme avec un grand H, hein, c'est un homme qui a essayé. Ou un homme qui a échoué, c'est un homme qui n'a pas encore réussi. Donc bon, je veux dire, il faut essayer, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Ce que j'ai à perdre, c'est-à-dire que, comme je vous disais, hein, on est sous le même toit et alors, je vais la croiser tous les jours. Après, je vais me dire, mais. Et alors, vous pensez qu'elle va après ne plus vouloir vous non, voir? Non, c'est que moi, je serais mal à l'aise. Oh écoutez, je veux dire, t'as pris une veste. Oui, vous allez avoir un peu d'amour propre. C'est pas agréable. Et vous en remettrez. Oui. Parce que en plus, à vous entendre, vous n'allez pas vous comporter comme un goujat, comme un mufle qui va. Bon, vous allez lui faire part, effectivement, s'il y a un geste comme ça, dire que avec vos mots, avec vos gestes à vous, lui laisser entendre qu'il y a quelque chose qui ce que vous ressentez pour elle. Bon, et si elle vous dit au pire que c'est pas partagé, mais que elle se sent très bien avec vous, c'est vrai que c'est jamais agréable pour personne, mais au moins vous aurez tenté quelque chose. Et puis ça vous permettra peut-être de au lieu de vous fixer sur elle, de regarder ailleurs d'autres femmes. Parce que maintenant je me dis, je vous ai entendu un soir dans l'émission, vous disiez d'être dans l'attente, ça fait souffrir aussi. Ah oui. Je sais plus, vous parliez justement. Ah oui. Je crois que c'était l'attente, je trouve ça terrible. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on je trouve ça stérile, ça dessèche. Ça dessèche. Enfin, en même temps, on peut se faire des films. C'est-à-dire qu'on est dans ses rêves, mais je trouve que la réalité peut être beaucoup plus belle que ce qu'on imagine parfois, que pour peu qu'on empoigne la vie, pour peu qu'on empoigne le réel, qu'on l'étreigne, vraiment qu'on en fasse quelque chose. Alors, au lieu de se réfugier, parfois on se réfugie comme ça dans son imaginaire parce qu'on a peur de la vie. Voilà, on a peur de la vie, on a peur de souffrir, donc on se réfugie dans son petit monde imaginaire, on se fait des films. Et puis on passe à côté de sa vie, doucement, mais sûrement. Puis je me dis, de jour en jour, au moins ça serait clair en moi, quoi. Je veux dire, oui. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, mais au moins c'est clair, tant pis. De penser, d'espérer, de se dire demain, qu'est-ce que tu vas lui dire, comment tu vas réagir, est-ce que tu vas faire le premier pas, parce que je suis à deux doigts, tous les jours. Mais allez, maintenant il faut y aller. Il y a quelqu'un qui dit je suis comme vous, Jean-Claude, j'ai pris par le taureau par les cornes, foncé. First Lisa qui dit qui ne tente rien n'a rien. Quelqu'un dit organiser une soirée sympa pour vous deux sans en faire trop, cuisiner à deux, un petit plat simple autour d'un petit verre. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Isabelle qui dit vous êtes beaucoup trop délicat pour qu'une veste ait une conséquence négative. En revanche, une liaison vous donnerait des ailes et tout s'ouvrira. Moi, je pense effectivement, je vois pas comment elle pourrait. Il y a trop de délicatesse pour que ça prenne des proportions négatives. Mais qui sait? En revanche, il peut se passer de belles choses. Alors, deux petits mails pour conclure. Chaudron de la Barque dit « N'oubliez pas que chaque histoire de cœur est unique. Lancez-vous. Ne prenez pas le risque de passer à côté d'une belle histoire. Et puis, mettez une sourdine à l'iPhone et à la télévision. Rien ne vaut une petite musique d'ambiance afin que les âmes et les cœurs se rencontrent et créent leur propre langage. Non virtuel pour le coup. Allez, lancez-vous et bon courage. » Bon, écoutez, je me Bonne donne chance. un mois, si jamais ça ne marchait pas, oui. Je rentre dans un monastère, je me fais prêtre. Attention, hein. Là, non, vous vous engagez devant nous. Ah, Jean-Claude, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais écoutez, c'est la prêtrise. Hein. Dans un mois, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Tout à fait. Vous nous l'avez promis. Hein. On est tous témoins. On a enregistré les podcasts. Là, c'est même podcasté pendant un mois. J'ai fait un premier pas. Ça fait un moment que je voulais vous appeler parce que j'adore cette émission.
Et je me retrouve tous les soirs dans C'est les témoignages noté, des auditeurs. Jean-Claude. Non, mais je ne veux rien savoir. On vous rappelle dans un mois, Jean-Claude. D'accord. 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 Et puis, tiendrai sinon, au courant. c'est soit vous vous lancez, soit c'est le monastère. Hein, la Soit c'est le tonsure et tout ce qui va avec. Bon, La d'accord. petite cellule et tout. Hein. D'accord. Oh, génial. Alors voilà, c'est les forces de l'esprit ou le cœur de cette jeune femme. Il faut choisir. Ben, écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien de parler. Allez, bonne chance, Jean-Claude. D'avoir votre avis, ça me fait plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir. Bon, allez, des messages qui arrivent encore pour Jean-Claude, des messages d'encouragement. Jean-Pierre qui dit allez, abat cette fierté mal placée, au diable l'échec. Ça fait avancer, et un bel amour peut résoudre bien des problèmes. Ça vaut le coup de sauter à l'eau, Jean-Claude. Eridan dit empoigner le présent. Jean-Claude, c'est embrasser l'avenir. Et puis Isaac dit la seule chose que vous risquez vraiment, c'est qu'elle réponde favorablement à vos avances. Et puis si lui parlez directement vous coupe le souffle, écrivez-lui une lettre, un poème, une chanson. Dans le pire des cas, elle ne répondra pas et vous n'aurez pas perdu la face. Lancez-vous. Les véritables coups de cœur sont trop rares et trop beaux pour les laisser se flétrir avant même de les avoir laissés grandir. Bon courage à vous et souvenez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre derrière lequel chacun peut mettre ce qu'il veut. Bonsoir Sylvain. Allô ? Oui, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, je vous appelle car j'ai un souci actuel avec mon épouse. Ça fait 7 ans que nous sommes ensemble et 2 ans de mariage. Oui. 2 enfants, dont un qui a 8 mois là, actuellement. Oui. Avec mon épouse, nous sommes pas comme un accord, mais histoire de réfléchir, séparés hier, car j'ai en fait été agressé ce week-end physiquement par des personnes, et cette agression a fait ressurgir en moi des Qu'est-ce qui vous est arrivé ? En fait, quand j'étais enfant, j'ai été abusé sexuellement pendant plus de 4 ans, et je l'ai jamais dit à quiconque pendant plus de 20 ans. Et je viens d'avouer ces choses-là à mes parents, à ma famille. Et ma femme, elle le sait depuis 1 an et demi à peu près. Oui. Et aujourd'hui, j'étais dans un optique où ma femme me reprochait de la dénigrer, de pas la choyer comme elle le souhaitait. Et le fait est en fait que toutes ces souffrances que j'ai vécues pendant mon adolescence et après ma vie d'homme m'a fait mettre une carapace sur moi-même, et donc j'ai pas pu exprimer correctement mes sentiments envers elle. Oui. Donc aujourd'hui, c'est ces reproches-là qui font que nous nous sommes un peu séparés. Et aujourd'hui, je souhaite reconquérir son cœur pour prouver que certaines choses mauvaises que je lui ai dit, que je peux m'améliorer et faire le nécessaire pour la reconquérir. Mais maintenant, elle ne l'entend pas de ce sens-là. Ça va être très difficile pour moi, je pense. Donc je ne sais plus comment et par quel bout commencer en fait. Mais vous me parlez d'un break qui a eu lieu ce week-end. Or, vous avez été agressé, me dites-vous, par des personnes ? Oui, et en fait, cette agression a fait que je suis retourné la voir parce que bon, j'étais pas bien, j'étais cabossé de partout. Et ça s'est passé récemment, là ? Oui, ce samedi-là. Et en arrivant devant elle, elle me dit « mais t'as rien du tout, c'est n'importe quoi ». Et je me suis emporté en disant « j'en ai marre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je te quitte ». Mais ces choses-là, je ne les pensais pas. C'était vraiment le fait d'être agressé. Psychologiquement, j'ai été complètement blessé. Et ça m'a fait... Mais oui, déjà, c'est bien sûr. Déjà, c'est violent. Vous avez subi une violence. Et puis, ça a réouvert ça a réactivé la violence que vous avez subie enfant.
Et le fait en plus que votre femme vous dise à ce moment-là qu'elle n'entende pas ça, Ah non, là, votre en fait, souffrance, ça vous a mis évidemment très, très en colère. Oui, très en colère, c'est clair. Et pendant des années, je disais pas qu'elle était belle, que quand elle était enceinte, je disais pas qu'elle était belle non plus, que je prenais pas attention d'elle. Donc toutes ces choses-là. Oui, mais comment elle a réagi quand elle a appris que, puisque c'est à elle et à elle seule, semble-t-il, que vous avez pu confier ces violences sexuelles que vous avez vécues enfant? Elle m'a simplement dit, écoute, c'est pas grave, hein, ça va passer. Voilà, ce que j'ai. Comment voulez-vous que ça passe? Donc ça moi, peut pas passer. Je lui ai expliqué que c'est pas possible, on ne peut pas faire subir ça Non. à un enfant. Non. Et que c'est pas une plaie qu'on soigne avec un pansement. Bah évidemment. Elle n'a pas mesuré l'importance du traumatisme. C'est pour ça, je pense que là, il y a un immense décalage entre vous. C'est-à-dire, j'entends, Sylvain, que vous vous reprochez aujourd'hui, ou elle vous reprochait de ne pas lui avoir dit qu'elle était belle, qu'elle était désirable, que pendant sa grossesse, peut-être qu'elle s'est sentie seule. Bon, ce qu'on peut comprendre, hein, mais elle se sentait seule de son côté, mais vous étiez terriblement seule. Terriblement seule. C'est-à-dire que la personne à qui vous avez pu enfin, j'ai l'impression, pour la première fois, semble-t-il, tout à fait. Parce que vous ne l'aviez pas fait jusque-là à vos parents ou personne vous ouvrir enfin de cette si grande c'est une douleur. rage intérieure que j'avais. Oui, de cette rage, de cette souffrance, de tous ces sentiments mêlés, vous dit c'est pas si grave, ça passera. Ça peut pas passer. Bah oui, mais c'est-à-dire que en tout cas, ça peut pas passer comme ça. C'est en gros, voilà, tu l'as dit, on passe à autre chose. Passons à autre chose. En gros, c'est ça, oui. Hein? Donc ça ne peut que décupler votre rage et il y a vous ne pouvez que lui en vouloir. Donc même si elle n'est pas responsable évidemment de ça, il y a une incompréhension. Elle me dit ça exactement. Je sais pas, moi j'y suis pour rien. Bien sûr qu'elle n'y est pour rien. Donc et de la même façon que vous non plus, hein, quand vos propos vous dites je viens d'avouer, mais vous avez dit. Oui, en fait, je suis sur ma 33e année et j'avais ce besoin de dire, mon sac, comme on dit, et de pouvoir enfin soulager ma conscience, parce que c'est quand même, quand vous le cachez pendant 20 ans à vos parents, que personne ne le sait, et il y a des conséquences de mon adolescence qui sont dues à cela. Vous aviez quel âge? J'avais 11 ans. Ouais. Vous voyez, Sylvain, vous me dites, je viens d'avouer, j'ai besoin de soulager ma conscience. Vous parlez comme quelqu'un qui serait coupable, d'un criminel qui a besoin de soulager sa conscience, qui avoue son forfait, ses méfaits. Or, vous avez été victime de, je ne sais pas, d'un adulte ou de plusieurs adultes, je ne sais pas, d'un ou plusieurs, d'un adulte, c'est ça, de votre entourage ou de ma famille, oui, tout à fait. Quelqu'un de votre famille qui a abusé de vous? Pendant 4 ans, oui. Oui. Donc voilà, donc je lui ai expliqué qu'on ne peut pas faire ça à un enfant, lui demander de faire des choses horribles. Donc je lui ai dit que je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, j'essaie d'expliquer les causes de mon mal-être que j'avais et de la façon dont je m'exprimais avec elle. Donc on peut pas. Je lui ai expliqué que notre enfant aujourd'hui, s'il se fait la même chose, si on lui fait la même chose que moi, comment elle réagirait? On peut pas dire. Je lui dis, tu pourras pas dire à ton enfant, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas possible. Oui. Comment a-t-elle réagi? Elle m'a complètement acquiescé là-dessus. Oui. Donc elle a essayé de comprendre les choses. Elle m'a aussi dit. Oui, mais tu m'as pas dit comment ça s'est passé. J'ai fait, mais j'attendais que ce soit toi qui me demande des choses pour t'intéresser à cela. Et aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai pas eu d'oreille. Oui. C'est ça qui était assez dur. Et puis la personne, je la voyais encore actuellement.
elle le savait qui c'était, donc elle le côtoyait, elle disait bonjour, donc ça me torturait. Parce qu'elle savait certaines choses que lui m'avait fait, et elle discutait, elle faisait la bise, etc. Donc c'était quand même assez perturbant. Oui, et donc, vous ne vous sentiez pas du tout soutenu par elle? Du tout. Elle m'a soutenu sur certaines choses, ça je dénigre pas, mais pas sur le principal pour moi qui était ce mal-être. Bien Après, aujourd'hui je me mets en victime, oui c'est vrai, parce que... Mais parce que vous l'avez été? Je l'ai été, mais elle me reproche, en fait, toutes les choses que j'ai dites, c'est 100% ma faute. Que je lui ai dit des choses que j'ai pas faites, etc. Des choses. Alors, Sylvain, il y a deux niveaux très importants qu'il est important de vraiment de différencier pour essayer de faire la part des choses, parce que votre histoire d'enfant qui a été abusé vient interférer de façon assez tragique dans votre relation de couple. Ça a toujours été, même avec mes anciennes relations. Ouais. Mais parce que c'est compliqué, vous vous êtes construit, pas seulement votre personnalité ne se résume pas non plus à cette agression. Vous avez aussi avant ces 11 premières années, et puis après, et puis il y a aussi tout. Vous ne vous résumez pas à cette agression, mais il y a ce traumatisme dans votre vie. Simplement aussi dans votre identité d'homme, ça joue aussi, et puis le fait que vous n'ayez pas pu en parler. Maintenant, il serait important que vous puissiez, vous, avoir un lieu pour parler de cela, parce que vous séparez de votre femme, d'autant que vous avez un petit bébé là de 8 mois, alors qu'il y a en vous un mal-être très profond lié aussi à cette agression, serait vraiment dommage. Il faut déjà vous avoir une aide. Après, vous verrez ce qu'il en est. C'est-à-dire sur le plan de votre couple. Je comprends qu'il y ait des choses qui vous aient blessé et qu'il y ait eu un problème vraiment c'est au-delà de la communication, d'incompréhension, où vous ne vous êtes pas senti compris, pas soutenu, peut-être parce que aussi c'était compliqué pour vous de dire les choses, vraiment parce qu'il y avait de la honte, vous attendiez qu'elle vous pose les questions et peut-être que elle n'osait pas aussi, voyez, elle a préféré. Je pense que ma femme, on a quand même eu 2 éducations complètement différentes. Oui. J'ai une éducation avec mes parents où c'est on est très méditerranéen en fait. Nous sommes siciliens et il n'y a pas beaucoup d'affection ni quoi que ce soit, donc on est obligé de se forger nous-mêmes. Et de son côté à elle, c'est une idée de ses parents très amoureux. Qui sont 30 ans de mariage, ils se disent encore je t'aime, ils se tiennent la main, c'est beau. Donc elle allait idéaliser l'homme comme son père, ce que je lui ai déjà dit, c'est que son père fait tout, il le prend tout en charge, et aujourd'hui, quand on s'est marié, elle m'a dit là, récemment, moi quand je me suis mariée pour être tout le temps heureuse. Donc voilà, c'est une image... Mais ça veut dire quoi ça ? Tout le temps heureuse, enfin comme si le bonheur c'était le bonheur en tube en permanence. Enfin c'est une vision complètement un peu très enfantine. C'est très Cendrillon, c'est ce que je dis. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, c'est le côté. Oui, mais enfin Cendrillon, le conte de fées, ça commence par ils se marièrent, il y a eu beaucoup d'enfants, ça se termine là-dessus. C'est là où on a envie de dire où les emmerdes commencent. Mais enfin, non, mais c'est là où, voyez, où on entre dans la réalité. C'est oui, pas, je caricature en disant ça, mais on entre dans la réalité là. On sort du conte de fées. Je me suis mariée pour être tout le temps heureuse, c'est pour ça, c'est très enfantin. Oui, tout à fait, mais c'est toujours été c'est avec le papa hyper protecteur qui protège de tout, et y compris de la réalité qui parfois amène des épreuves. Tout à fait. Donc vous devez être l'homme qui est tout le temps fort et qui protège de tout. C'est ça. Donc alors l'image de l'homme qui a pu être agressé dans son enfance, il y a quelque chose qui est insupportable. Voilà. Vous pensez ?
Elle peut pas l'entendre? Non, elle peut pas l'entendre. Et, et au jour d'aujourd'hui, voilà, moi, là, je suis retourné comme un petit garçon chez ses parents, histoire de réfléchir et de faire mon mea culpa. Mais de quoi? Ben voilà, c'est ça le problème. Vous allez faire votre mea culpa de quoi? D'avoir été abusé dans votre enfance? Et c'est là où je crois qu'il y a deux niveaux, parce que soit il y a votre souffrance. Peut-être que il y a votre souffrance de votre mal-être. Il y a une souffrance que vous portez en vous et qui vient de ça. Et ça, c'est important que vous en parliez, que vous fassiez aider sur un plan personnel. Et c'est bien que vous ayez levé enfin ce terrible secret qui vous liait à votre agresseur. Parce que en vous taisant, comme souvent d'ailleurs les enfants qui sont abusés, parce qu'il y a ce poids de la honte, alors que il n'y a pas de honte à avoir. S'il y a quelqu'un qui porte le poids de la honte, c'est celui qui est du côté de l'agresseur. Ça vous lie encore à celui qui a abusé de vous. Donc, parler, c'est commencer à vous libérer. Mais c'est aussi donc parler à vos parents. Comment ont-ils réagi d'ailleurs, vos parents? Mon père a été complètement... c'est la première fois justement où mon père me prend dans ses bras et me serre fort. Oui. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très 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 puissant pour moi. Ma mère s'est renfermée sur elle, alors qu'elle était celle qui était plus expressive d'habitude. Mon père avait une rage intérieure en voulant aller le casser la figure, mais je lui dis que c'était pas la solution, c'était même pas la peine. Oui, mais ça a dû vous faire du bien, de voir qu'il vous consolait, il vous cherche à vous consoler, à vouloir vous protéger, même si c'était terrible pour lui de ne pas pouvoir, il n'a pas pu le faire au moment où ça s'est passé. Donc voilà, ça c'est une force, mais depuis que je leur ai dit, c'était hier, j'ai un poids énorme qui est parti, donc c'est pour ça que j'arrive à en parler plus facilement, sans émotion. Donc j'ai pris les devants, comme vous dites, en me faisant aider, donc je vais prendre des rendez-vous avec des psychologues pour pouvoir en discuter. Je vais peut-être employer un mot qui va peut-être pas vous plaire, mais me guérir, me soigner. Donc, Si, il y a quelque chose de l'enfant qui est blessé en vous, qui doit être réparé. Vous n'êtes pas malade, évidemment, mais il y a quelque chose qui a été profondément blessé, meurtri. Oui, vous n'êtes pas malade de ça, mais il y a quelque chose qui a été profondément blessé. Donc il y a ça dont vous avez besoin de pouvoir parler, et parallèlement à ça, vous pouvez dire à votre femme, c'est pas en termes de mea culpa, de dire que cette histoire ancienne pèse terriblement, cette souffrance, cette histoire ancienne, elle est en fait terriblement présente. Elle n'est pas ancienne. Ce passé est là, est très présent en vous, et que il a pesé dans votre histoire de couple, que vous en êtes conscient, et que vous allez faire en sorte de vous aider. C'est ce que je lui dis, c'est ce que je lui explique. Et est-ce qu'elle est prête à vous donner une chance et à donner une chance à votre relation de couple? Ça, vous pouvez le dire. Oui. Voyez, mais il ne s'agit pas de battre votre coulpe en disant, vous n'avez pas à vous excuser de ce que vous avez vécu. Simplement de dire que, oui, vous prenez conscience à quel point tout ça a pesé dans la relation, vous êtes construit dans votre identité d'homme, dans beaucoup de choses, dans votre façon de vous positionner, certainement par rapport à elle, et que vous allez vous faire aider, et que ça va jouer aussi dans votre relation. Ça ne veut pas dire qu'elle, de son côté, elle peut pas se remettre en question aussi, hein. On est toujours deux dans une relation. Mais bon, vous pouvez, vous dites, vous avez envie de la reconquérir, dire, voilà, est-ce qu'elle est prête aussi à donner une chance à votre relation de couple au vu du chemin que vous comptez parcourir. Et ça serait important par rapport à votre histoire de couple et par rapport quand même à vos enfants et à ce tout petit enfant que vous avez là de 8 mois. Ça en vaut la peine. Tout à fait. Donc, c'est plus dans ce sens-là, je pense. Je retourne chez moi demain justement pour ça et de pouvoir remettre les choses au clair et de faire le don juan envers ma femme, parce que c'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais ça, vous pouvez lui dire. Voilà. Mais après, c'est aussi à elle de réaliser un peu ce que vous avez aussi vécu. Hein.
Il faut que de son côté, elle mesure un peu que bon, elle n'a pas épousé son père et que vous avez un chemin de vie différent. Mais vous, c'est important, vraiment, c'est ce que dit Fleur. Là, je reçois un petit mail pour conclure qui dit c'est bravo à vous d'avoir pu vous libérer de ce secret. C'est un premier pas très important. Et maintenant, elle le dit, c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Il faut à tout prix que vous ayez un lieu d'écoute pour parler de cette agression. Et puis, votre femme, de son côté, doit un peu sortir de son conte de fées. Hein. Et cesser de nier. Je pense que c'est ça qui va être le plus dur pour moi, c'est vraiment de la mettre en face de la réalité. Ouais. Peut-être qu'à un moment, écoutez, pour le moment, vous allez en parler, vous, de votre réalité. Et ça aura certainement des répercussions aussi sur votre relation. Chaque chose en son temps, je pense, hein, Sylvain. Je l'espère. Chaque chose en son temps. Mais vous avez franchi un pas important. Et la réaction de vos parents aussi est terriblement importante et réconfortante, je trouve. Maintenant, j'attends une bonne réaction de ma femme. C'est aussi un des principaux. Oui. Voilà. Bon courage à vous, Sylvain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous en prie. Au revoir. Allez, on va accueillir Francine. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Merci de m'accorder quelques instants. Ça me fait bien plaisir. Alors, peut-être que nous allons pouvoir faire quelque chose. Votre assistante vous a déjà dit aussi... Vous inquiétez pour votre petite fille qui a 11 ans. Non, vous êtes la grand-mère. Elle est obèse. Le 42 est déjà juste. Elle n'a pas 11 ans. Non. Elle a quel âge? Elle va avoir 11 ans au mois de février. Oui, donc c'est bien ça. Elle n'a pas encore ses 11 ans. D'accord, elle va les avoir. Ouais, je veux dire par là qu'elle est très jeune, voilà. D'accord. Alors, c'est une enfant, je l'ai observée, nous avions un repas de famille en fin d'année. Oui. Elle mange énormément, mais c'est pas qu'elle ait faim, elle a envie de manger, voilà. Donc, je suis plus qu'embêtée, je suis très peinée parce que elle entre d'abord pour sa santé et elle va entrer au lycée l'année prochaine. Elle va certainement subir des moqueries. En plus, elle a fait son anniversaire il y a quelque temps. Oui. Elle avait invité gentiment quelques amis. C'était joyeux. Et lorsqu'elle a été retournée, je me suis aperçue que dans son dos, deux gamines à peu près de son âge faisaient le simulacre de grosses joues, de gros ventres, se moquaient. Et quand ma petite fille s'est retournée, tout est rentré dans l'ordre. Ça a toujours été une petite fille ronde Non, elle était très fine, oui. Et quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce qu'elle a commencé à prendre du poids? On peut dire qu'il y a environ 2 ans. D'accord. Alors, on pourrait attribuer certains événements, mais elle a 2 frères. Elle a un frère aîné, une sœur aînée, qui eux étaient très fins également. Et la maman, c'est dommage de dire ça. J'ai l'air d'être méprisante, mais c'est pas ça. Je veux dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, si je vous... Dites-le-moi alors, parce qu'il nous reste peu de temps, donc autant aller droit au but. Si je ne vous dis pas tout, on n'arrivera à rien. Oui. Voilà, eh bien, j'ai 3 petits-enfants qu'on peut qualifier d'obèses. Voilà. Ah oui. Alors... Et la maman, elle-même, a des problèmes de poids? Est obèse ou... Non. Étant jeune, elle était bien portante. Elle me demandait de rectifier le tir. J'étais tout à fait d'accord, mais ça n'a jamais été une obésité pathologique. Là, ma fille se met à grossir également. Mais elle est ma fille. C'est votre fille, la maman. Oui. D'accord. Alors, c'est quelqu'un, ma fille, que j'estime beaucoup, qui a plein de qualités. Mais là, je comprends pas. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est... Non. Oui. Et on ne peut rien dire. Ça ne la préoccupe pas que ses enfants prennent du poids. Si ça la préoccupe, on ne le voit pas. Et le papa n'a pas le droit à la parole. Et le papa, lui, il n'a pas le droit à la parole. Il faut qu'il se taise. Ils s'entendent pas très bien déjà. Parce que elle doit avoir les médecins sont vigilants en général et surtout au moment comme ça avant un peu la puberté, au moment on surveille quand même que les enfants ne prennent pas trop de poids parce que ça peut être un peu embêtant après. Eh bien, nous avons le même médecin et ce médecin je
connaît depuis 30 ans. Nous avons beaucoup de bonnes relations, lui et moi. Oui. Et je lui dis au fait, voilà, je suis inquiète pour ma petite fille. Et il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue. Et ma fille n'y va pas. Et lorsqu'il y a un problème, elle va SOS médecin. Alors je me demande si elle ne fuit pas un petit peu les réflexions que pourrait lui faire le médecin. Mais moi, c'est les mots qui me manquent. Parce que ma fille est carrément obtuse. Elle n'accepte aucune réflexion, aussi gentille soit-elle. Alors, je vous appelle pour... Mais qu'est-ce que vous lui dites à votre fille? Eh bien, j'ai essayé, mais elle me rembarre et elle s'en va. Elle est très en colère. Déjà, par rapport à la maman, ma fille, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. À cause de quoi, je n'en sais rien. J'ai demandé à mon époux, je dis, pourrais-tu lui lancer un mot, que moi, je ne sois pas là, arrivée comme un cheveu sur la soupe. Et mon mari lui a dit, je ne trouve pas que ta petite fille, elle prend du poids, mais gentiment. Elle fait, mais ça se passera à l'adolescence, vous inquiétez pas. Mais je vois que ça se passe pas du tout. C'est possible qu'à un moment, elle décide un petit peu, votre petite fille, de faire un peu plus attention. Là, elle n'est pas soucieuse forcément de son apparence, mais c'est vrai que c'est compliqué ce qui se joue autour de la nourriture, parce que la nourriture, c'est pas seulement ce qui nourrit, c'est tout l'environnement affectif. Vous l'avez dit d'ailleurs. Elle mange pas forcément parce qu'elle a faim. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut manger. Elle comble quelque chose. Alors, mais quoi, selon vous? Parce que vous dites ça a démarré il y a 2 ans. Qu'est-ce qui aurait pu se passer il y a déjà une séparation avec le papa. Ils se sont remis. Et ils vivent toujours dans un milieu conflictuel. Il y a 2 ans, ils s'étaient séparés. Oui, de 2, 3, 4 ans. Et ils vivent toujours dans une ambiance conflictuelle avec la grande sœur de 23 ans. C'est un milieu qui me déçoit. Ne pensez pas, Caroline, que je veuille être méprisante vis-à-vis de mes enfants. J'essaie d'être claire et objective et de ne rien cacher. Et ma petite fille subit des violences verbales, non pas de la maman, mais elle les provoque, elle provoque les conflits. Elle est toujours en conflit avec sa sœur, qui n'habitent pas avec eux, mais peu qu'elles se rencontrent. Ce sont les grands... Donc la nourriture, on arrive malheureusement à la fin de l'émission, mais la nourriture peut être un refuge. Peut-être en même temps, par rapport à votre fille, puisqu'on sent que vous avez du mal à parler avec elle, étant donné que votre fille prend mal les réflexions venant de votre part, parce qu'elle peut se sentir attaquée sur son éducation, sur ce qu'elle transmet à ses enfants. Peut-être qu'il faut pouvoir essayer de lui dire, et je sais que c'est compliqué, parce que c'est les relations aussi mère-fille, mais lui dire que les enfants peuvent être l'objet de moqueries et qu'il faut peut-être être vigilant par rapport à ça. Vous voyez, plus l'aborder par rapport à l'entourage, que votre fille ne se sente pas, elle, mise en cause en tant que mère. Peut-être l'aborder sous cet angle-là. Enfin, on pourra en reparler si vous le souhaitez.